et à tous. Donc pour la deuxième année où on organise avec Corinne la remise des trophées 813 de l'année sous cette forme qui nous a bien plu l'année dernière. Donc on s'est dit qu'on allait recommencer. Donc une belle rencontre, un petit temps de séance de signature où on peut acheter les livres de nos invités si vous le souhaitez. Après, on remet les trophées dans chaque catégorie. Et après, bien sûr, on a l'espace convivial qu'on va installer pendant la rencontre, où le petit pot, le truc qu'on ne peut pas mettre dans la communication officielle de la ville de Paris, voilà, mais où tout le monde est invité. Voilà, donc je laisse la parole à Corinne pour juste introduire la séance d'aujourd'hui. Je vais prendre la parole à la fin, j'ai vu. Donc d'abord, je remercie beaucoup la Bilipo et toutes les personnes qui travaillent à la Bilipo parce que c'est un super partenariat, ça date de très longtemps parce que l'histoire entre 813 et la Bilipo, c'est quand même que des entrecroisements. On travaille tout le temps beaucoup ensemble depuis les débuts de la Bilipo et même avant, puisqu'on a quand même participé, je n'étais pas là, mais à la création de ce bel endroit unique pratiquement en Europe. Donc merci beaucoup. Merci à vous tous de vous être déplacés avec cette chaleur. Je pense que la salle est pratiquement pleine. J'avais peur que beaucoup de personnes restent chez eux à Londres. Donc merci beaucoup. Et puis 813, voilà, c'est l'association qui essaye de défendre la littérature policière et le roman noir. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai entendue dimanche dernier sur une radio nationale que je ne citerai pas, qui commence par un F, par un O, et donc chronique littéraire, donc polar, on va parler de tel livre, puis littérature. Voilà. Donc à partir de là, moi ça me régénère énormément. Voilà. Je sais pourquoi 813 existe. Je sais qu'il faut qu'on continue envers et contre tout à montrer qu'on a des écrivains absolument géniaux qui font de la littérature, qu'on a des enthousiasmes d'univers, d'écriture, d'histoire et qu'on a encore de belles années devant nous avant de convaincre tous les journalistes, mais aussi un certain public, qu'on ne va pas mettre le polar d'un côté et la littérature de l'autre. Voilà. Donc maintenant, je vais remercier sincèrement de la part de la Bilipo et de la part de 813, Alice Giraud et Gérard Leca, mais Hervé va le faire et va vous les présenter maintenant. Et j'essaye de ne pas passer devant la caméra. Alors avant de vous les présenter et puis qu'on discute du fait divers et de ses rapports avec l'écriture, la littérature, la fiction, la non-fiction, je voudrais dédier cette rencontre, c'est un moment qui est un peu triste, mais je voudrais dédier cette rencontre à une amie qui était Marie Vindy, que certains d'entre vous ont croisé, qui est partie bien trop tôt, à 51 ans, et qu'on avait découvert avec son premier roman, je crois, Mektoub, qui à côté de ça a été une autrice, a été une militante féministe, animatrice, présidente, je crois, Corinne, quel est le nom déjà? Donc le collectif, oui. Donc c'était le collectif Femmes 21. Femmes 21, c'est-à-dire voilà. La Côte d'Or, voilà, qui avait été à l'initiative pour ce qui était des relations des rapports avec 813, d'apéro polar, un partenariat avec l'Université de Bourgogne. On a fait ça pendant plusieurs années avec un certain nombre d'auteurs invités, qui avaient été aussi à l'initiative de plaidoirie pour un polar à Dijon, où Corinne représentait l'association, qui a été aussi une initiative très originale, qui a été une belle personne et aussi quelqu'un qui se battait infatigablement. Voilà, donc je pense par ailleurs que son action contre les violences faites aux femmes peut trouver un écho
dans des choses peut-être qu'on va échanger ici tout à l'heure. Alors, je vais faire très vite, on ne va pas faire l'historique des rapports entre le fait divers et le roman noir. Simplement, bien évidemment, le fait divers, c'est un miroir du monde, c'est une source d'inspiration, c'est une vieille histoire. On a décidé, on en aura aussi des exemplaires ici pour ceux qui ne le connaissent pas, d'y consacrer le dernier numéro de 813, dans lequel on peut trouver un portrait et un texte sur Sambre d'Alice Géraud qu'on doit à Clémentine Thiebaud, qui est parmi nous et que je remercie, et puis un texte de Gérard Leca, dont on parlera aussi tout à l'heure. Le fait divers, il a fait irruption dans l'imaginaire de la société parallèlement au développement de la presse populaire, du roman feuilleton, dans la deuxième moitié du 19e. On sait qu'il a inspiré rien moins que Dumas et son Monte Cristo, Flaubert et Madame Bovary, Balzac, Stendhal, Zola, etc. Et côté origine du roman policier, si on prend les débuts, il ne faut pas oublier non plus Double assassinat dans la rue Morgue. Dans Double assassinat dans la rue Morgue de Pau, c'est un article de la Gazette des Tribunaux qui raconte le drame sanglant qui a eu lieu et qui va mettre en mouvement le chevalier Dupin. Et ce sera un texte fondateur du polar. Cette source d'inspiration, elle s'est évidemment pas tarie, elle a continué avec des gens qu'on citera peut-être. Gérard Leca, dans son texte, il parle longuement et façon pertinente de son froid, de Truman Capote. On sait bien que le Dahlia noir d'Elroy était inspiré par l'histoire d'Elizabeth Short. On sait que quelqu'un qui nous a quittés comme Thierry Jonquet prenait l'inspiration d'à peu près tous ses livres dans des faits divers. Mais pour parler de l'utilisation par des auteurs de cette matière vraie, en fiction ou en non-fiction, on a donc deux invités. Alice Géraud. Alors Alice, si je dis des bêtises pour cette brève présentation, vous me frappez. Tout à fait. Malgré la chaleur, mais voilà. Vous avez été journaliste à l'IB pendant 15 ans, je crois. Ensuite, vous avez créé un site, Les Jours. Et puis, vous êtes, je fais bref, mais vous êtes l'autrice d'abord de Tenion 6, je crois que c'était chez Stock. Et puis, le livre pour lequel nous sommes là aujourd'hui, qui est Sambre, sous-titre Radioscopie d'un fait divers. On va en parler évidemment assez longuement, très vite. Et par ailleurs, ça aussi, j'aimerais qu'on en parle un peu plus tard, vous êtes membre d'un collectif qui s'appelle Toute Ressemblance, avec d'autres autrices. Voilà. Donc, voilà. Et par ailleurs, peut-être que tout à l'heure on parlera des séries, mais je crois qu'on peut annoncer dès maintenant, enfin on le sait de toute façon, enfin ça arrive très vite que Sambre fait l'objet d'une adaptation sur France Télévisions. Je vous laisse peut-être en dire un mot maintenant. Oui, il fait l'objet d'une adaptation à laquelle j'ai participé et que j'avais même voulu, en fait, on va en parler plus longuement, en fait, qui est une adaptation en série de fiction qui est réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, donc qui avait, quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail et qui avait récemment adapté le livre de Jablonka, Laetitia aussi, qui était également adapté d'un fait divers, également en fiction et qui sort, je n'ai pas la date exacte, mais avant la fin de l'année sur France 2. Voilà. Très bien. Bon, oui, on en reparlera. Mais qui est de la fiction. Oui, justement, voilà. Et voilà, Jean-Xavier de Lestrade, qui est quand même un sacré réalisateur qu'on avait découvert, je crois, ici, enfin moi, mon cas, en tout cas, c'était avec Staircase, The Staircase, sous le son, sur une affaire américaine, c'était, voilà. Meilleur réalisateur, c'est difficile quand même, ce genre de choses, me semble-t-il. Il est, enfin, d'un point de vue, outre l'admiration que j'ai pour son travail, le fait que ce soit quelqu'un qui vienne du réel, comme moi, mais lui du documentaire, et l'attention qu'il a au sujet, j'imagine qu'on en parlera, qui était la question des violences faites aux femmes, était un carrefour de beaucoup de choses pour moi. C'est pour ça que je suis très heureuse qu'il adapte ce projet.
Gérard Leca, la première parution à la série noire, je crois que c'était en 82, c'était L'ennemi public numéro 2. Voilà, moi j'ai le souvenir de ça en tout cas. Il y a eu d'autres romans qui ont été à la série noire, chez Canaille, de notre ami Jean-Jacques Reboux. Un poulpe au titre bien ravageur, Satanique ta mère, je crois. Voilà, ça fait toujours un peu rire quand même. Voilà, la collection créée par Qui était un peu en feuilleton en Libération. Ah, ouais. Bon. Voilà, le lien Libération en Oui, plus. oui. Voilà, il y a eu chez Gigal, et puis je crois 2 derniers romans chez Rivage, dont celui dont on va parler, qui s'appelle Le sang de nos ennemis, qui a eu le prix Polar en série à Quai du Polar cette année. Hein. Oui. Et voilà, ça il en sera question aussi quand on parlera série tout à l'heure. Et par ailleurs, Gérard Leca, vous avez été scénariste, Police District, La Crime, enfin voilà, et par ailleurs un talentueux traducteur de la littérature et du roman noir italien, parmi d'autres Cesare Battisti, Andrea Pinketz, plus avant Giorgio Shermanenko et d'autres. Voilà. Alors pour commencer, je voudrais lire un petit extrait de Sambre. Je me rends dans la Sambre pour la première fois au mois de juin 2018. Je ne connais pas le Val de Sambre, cette région basse du département du Nord, coincée entre le Valenciennois et les Ardennes et qui cogne contre la frontière belge. Je l'ai découverte en empruntant la D959, longeant la Sambre depuis Pont-sur-Sambre où vivait Dino Scala jusqu'à Erqueline en Belgique. Je me souviens de l'effroi qui m'a saisi au premier rond-point, puis au suivant, en lisant les panneaux de sortie indiquant les différentes directions. Rouzy, Aulnoy-Aymeries, Bachan, Leval, Louvroy, Maubeuge, Vieux-Ménil, Marpan, Assevant, Gemont. Chacun de ces noms de villages était une scène de crime. Le nom de Dino Scala apparaît dans cet extrait-là, mais Alice, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qui s'est passé pendant une trentaine d'années le long de la Sambre et qui donne votre enquête? Effectivement, le long de la Sambre, pendant 30 années, cet homme, donc Dino Scala, a agressé sexuellement et violé des dizaines et des dizaines de femmes depuis les années 80 jusqu'en février 2018, précisément, le moment où il a été arrêté. Et il s'attaquait à ces femmes en fait, le matin avant que le jour ne se lève, sur la route en fait, entre son domicile et son travail, soit à 27 km. Et moi j'ai découvert cette histoire, comme beaucoup de gens d'ailleurs, lorsqu'il a été arrêté, puisqu'avant personne ne parlait de ses viols. Et il a été confondu, je passe les détails, avec grâce à une caméra de vidéosurveillance et de l'ADN. Mais c'était par ailleurs un homme, on dit sans histoire, mais c'est une expression que je n'aime pas, mais qui était en tout cas très intégré socialement, affectivement, qui était père de famille, qui était ouvrier dans la même usine depuis 30 ans, qui était entraîneur et président du club de foot de son village, quelqu'un que chacun appréciait, père de famille, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais c'est pas exactement à lui que je me suis intéressée pour écrire ce livre, enfin mon idée d'écrire ce livre. C'était sur l'envers du fait divers, et mon idée était de ne pas raconter son histoire à lui, mais de le raconter depuis le point de vue des victimes. La question initiale, qui avait été la mienne, ayant été en fait comment ça a été possible de faire ça pendant autant d'années sans jamais être inquiété, ni soupçonné, une partie de réponse qui m'est arrivée comme une évidence assez rapidement en discutant avec les victimes, c'est que ces femmes avaient pour la plupart porté plainte, mais qu'on ne les avait pas écoutées, pas entendues, parfois pas crues, quasiment toutes oubliées, et que c'est là-dedans qu'il fallait chercher les raisons de la longévité de la carrière de ce criminel. Et ce qui m'intéressait, c'est surtout que ça racontait beaucoup de
notre société et pas seulement de la police et de la justice, hein, mais un peu plus largement de notre société sur la manière dont on a traité et regardé les victimes de violences sexuelles. Donc ça, c'est le point de départ du livre, est effectivement ce qu'on appelle un fait divers, mais le propos était justement de sortir du fait divers. C'est aussi, c'est avant tout aussi ce parti pris qui est, contrairement à parfois d'autres livres ou d'autres qui est de se mettre dans la tête du criminel, disons, c'est là de faire exister des personnes effacées. Enfin, et ça, c'est ce que vous expliquez, c'est un parti pris. Mais alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour essayer de comprendre pourquoi et comment leur parole n'a pas été entendue? Est-ce que c'est juste une histoire de, comment dire, les moyens n'étaient pas les mêmes, on n'avait pas l'ADN, des trucs comme ça, mais à mon avis, il y a d'autres choses quand même. Il y a beaucoup de choses, sinon ce serait trop simple. En fait, on pourrait restreindre cette histoire en se disant c'est l'histoire de la misogynie de la police ou de son incompétence. Et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce qui m'a intéressée, c'est ce pourquoi j'avais besoin du récit en fait pour raconter ça. C'est-à-dire que c'est un mélange une sédimentation plutôt de beaucoup de choses, de ce que je viens de dire, c'est-à-dire pourquoi on ne les écoute pas, mais parce que en 1988, on trouve que ce n'est pas si grave. Déjà. D'abord, on ne sait pas les écouter, les policiers ne sont pas formés, ça s'est amélioré, mais on reste quand même, on a une bonne marge de progression encore. Et puis, surtout, on va leur demander aussi on ne va pas en parler, on va leur demander de se taire là-dessus, parfois pour les protéger de la honte d'avoir été violées. D'ailleurs, celles pour qui ça s'est su, il y a beaucoup de mineurs dedans, un tiers des victimes sont des mineurs, celles pour qui ça s'est su, il y en a plusieurs qui se faisaient appeler, la violée au lycée ou au collège. Donc, on voit bien qu'effectivement, peut-être de leur dire de se taire n'était pas non plus quelque chose d'imposer un silence malveillant, mais ensuite les conséquences auront été terribles parce qu'elles se sont... Et puis c'est très polyfactoriel, hein, c'est effectivement les compétences de la police. Il est possible que Dino Scala aurait commencé sa carrière en 2018, elle s'arrêtait en 2018 parce qu'en 88 on n'a pas de fichier ADN, on n'a même pas d'ADN d'ailleurs, on n'a rien de tout ça, on a des policiers qui ne savent absolument pas étudier une scène de crime, on est à la campagne par ailleurs, et on est dans une région pauvre, très pauvre, sinistrée économiquement. Le Val-de-Sante, c'est une ex-région industrielle en fait, qui faisait de l'acier, du textile, et qui en 88, on est déjà à 15 années de crise intense. Et dans une région pauvre, on a des gens qui sont pauvres, mais on a des institutions qui le sont également. Et on a des commissariats dans un état de délabrement assez inimaginable, une justice encore moins bien dotée qu'ailleurs. Dans cette histoire, par exemple, il y a quand même une information judiciaire qui est ouverte au bout d'un moment, en 1996, qui va rester jusqu'en 2018, même si la plupart des juges ne feront rien. Il va y avoir 12 juges qui se succèdent sur cette affaire, 12 femmes et 11 premiers postes. C'est extrêmement bavard, et c'est pour ça que je cumule tous ces éléments qui ont l'air de n'avoir pas de lien entre eux. Mais sédimenter les uns aux autres, et ben, ça crée toutes les conditions d'une mécanique de l'échec complète. Voilà, et dont les victimes sont les victimes, qui ont une forme de double peine après ce qui leur est arrivé. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui vous ont lu et qui me faisaient la remarque. C'est sans doute un peu pieux, mais enfin pourquoi pas, en disant est-ce que dans les écoles de police, on devrait lire Sambre maintenant? Enfin, on devrait donner à lire... Alors, ça va très très vite les écoles de police, hein. Oui. Ça passe très vite maintenant la formation, oui. Donc... J'ai l'impression. Donc, il faudra lire vite, il y a plein d'autres choses à lire, mais oui. Ce qui est chouette, c'est que des magistrats m'ont dit qu'ils s'en servaient à l'école de la magistrature en cours, donc je suis ravie de ça. J'espère que ce livre ou d'autres effectivement serviront de leçon, parce que ça tend un miroir. Parce que je pense que dans cette histoire, en fait, beaucoup de gens, policiers ou magistrats, ou médecins, parce qu'il y a aussi la question des médecins dans cette affaire,
le soir sont rentrés chez eux. Les gens sont pas, enfin, peu de gens sont malveillants, ont l'impression peut-être pas d'avoir bien fait leur boulot, mais d'avoir fait leur boulot, sans se rendre compte en fait de ce que ça produit à la fois directement sur les victimes, en fait, à titre personnel, du traumatisme que c'est de ne pas être bien reçu, de ne pas être bien traité, mais surtout de manière, ce que ça ne produit pas justement en termes d'efficacité policière et judiciaire. C'est un surplace complet et effectivement, là on le voit bien, comme dans beaucoup d'affaires, une affaire elle commence par un dépôt de plainte, et quand le dépôt de plainte se passe mal, en fait derrière c'est toute la chaîne qui se passe mal. Et là on le voit, le procès de Dino Scala a eu lieu en juin 2022, j'ai assisté, et on voit des femmes qui ont aujourd'hui plus de 70 ans, à qui on a mal pris la plainte parce qu'on s'en fichait, parce qu'on ne savait pas bien faire, parce qu'on était gênés aussi parfois. Elles n'ont eu affaire qu'à des hommes pendant très longtemps. Employer les bons mots, tout ça, c'est pas évident. Et donc, il y a des dépôts de plainte qui sont succincts, qui sont mal pris. On voit bien que c'est les femmes qui n'ont pas parlé. Les femmes ne sont pas exprimées de cette manière-là. Elles n'ont pas dit un individu se promenait pédestrement. Voilà, pas du tout. Et elles ont encore moins dit non, je n'ai pas pris de plaisir. Ce qu'on retrouve voilà. Donc, il y a tout un tas de choses, on sait qu'elles ne les ont pas dit. Et 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, devant une cour d'assises, elles vont raconter ce qui s'est passé. Peut-être qu'elles vont se tromper en partie parce que le temps, la mémoire traumatique peut à la fois conserver des choses très précisément et puis peut aussi les transformer. Mais en tout cas, elles livrent un récit et on va leur dire mais ce récit-là, ce n'est pas celui que vous livrez juste après les faits en fait. Donc lequel est le bon? Et dans le doute, bah voilà, elles vont se sentir accusées de ne pas raconter la vérité. Et donc, voilà, ce travail mal fait, il a des conséquences énormes et des décennies plus tard, quoi. Et ça explique aussi pourquoi on ne l'arrête pas, parce que si on ne pose pas les bonnes questions aux victimes, comment faire le lien, voir que c'est un violeur en série, si on n'a pas noté, par exemple, ce que toutes ces femmes ont dit, c'est que cet homme avait une obsession pour les seins des femmes. Et il prononçait exactement les mêmes phrases. Et dans les PV, souvent, on ne retrouve pas les phrases, ou on ne retrouve pas ce détail-là, qui est apparu comme un détail pour les policiers, et qui signait en fait la signature d'un criminel en série. Donc, voilà. Je ne sais pas si je réponds bien, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est ça ne s'entend que dans un tout qui se lie, pas seulement témoignage d'une victime contre celle d'un policier, mais dans un contexte qui est aussi économique et social, qui est politique, qui est très large. Et c'est un puzzle en fait qui est... Voilà. Gérard Lecas, je vais aussi lire un tout petit passage du sang de nos ennemis. Voilà, il est question d'un personnage, Marcel Azzara, dont vous direz peut-être quelques mots. Là, dans ce passage, en tout cas, on sait que cette histoire d'indépendance ne faisait pas ses affaires. Pour l'instant, la situation ne présentait que des mauvais côtés. Marseille était envahie par les réfugiés, on est en 1962, et la pagaille régnait dans la ville. Boulin, le ministre des rapatriés, s'obstinait à déclarer qu'ils étaient simplement venus en vacances et que l'exode n'existait que dans les journaux. Celui-là, si tous les cons savaient nager, il aurait déjà traversé l'Atlantique. On venait de rapporter à Marcel Azzara que 3 bars tabac s'étaient fait braquer dans le 5e vers Saint-Pierre et la Conception. Il y avait eu une fusillade, 2 blessés, des bandes venues d'Oran. Ils croyaient qu'ils allaient faire la loi ici, sur le territoire des Marseillais. Marcel n'aimait pas ça, pas du tout. Il était foncièrement un homme d'ordre. Donc, comme d'ailleurs la couverture le montre, c'est la Major, je crois. Voilà, ça se passe à Marseille, on est en 1962. Est-ce que, on va parler après des personnages assez nombreux, mais de vos 2 enquêteurs, mais quelle est la situation à Marseille à ce moment-là? La situation à Marseille à cette époque-là est assez confuse, c'est-à-dire qu'il y a la conjonction de tout un tas d'événements. Et d'abord l'exode, le retour
ceux qu'on appelle les pieds noirs, donc qui arrivent, il y en a 400 000 qui arrivent à Marseille juste pendant le mois de juillet 62. Ensuite, il y a à Marseille, le pouvoir à Marseille est partagé entre des gens qui viennent tous de la résistance. Soit Defer, qui est maire à l'époque, Defer est un ancien résistant. Il a connu à cette époque-là des gens qui après ont pris des directions très, très variées. Il y en a qui sont devenus hommes d'affaires, d'autres qui ont fait comme de la politique, d'autres sont devenus policiers, d'autres sont devenus truands. Bon, on sait que notamment les Guérini, donc l'un des frères Guérini était décoré après la guerre, et il a notoirement donné un coup de main à Defer pour prendre le pouvoir après la guerre, notamment en s'emparant d'un journal qui s'appelle Provençal, et qui était le fer de lance de la mainmise de Defer sur Marseille. Donc tout ce monde-là grenouillait un petit peu ensemble, et l'arrivée de ces pieds noirs a servi un peu de catalyseur à une sorte d'explosion qui s'est notamment trouvée aussi en conjonction avec la naissance de ce qu'on appelle la French Connection, qui s'est notamment développée dans les années 70, et qui a commencé à prendre un nouvel essor parce que ça existait déjà avant la guerre, hein, la French Connection. Je vous rappelle que c'était le principe de la French Connection, c'était que de l'opium était massivement importé d'Orient, de ce qu'on appelle le triangle d'or, Laos, Thaïlande, et était raffiné à Marseille et réexpédié aux États-Unis. Alors pourquoi raffiné à Marseille? C'est parce que l'héroïne, c'est très compliqué à fabriquer, contrairement aux drogues nouvelles, la cocaïne, le crack. Maintenant, il y a une nouvelle drogue, j'ai oublié le nom, un médicament. Comment? Le fentanyl, voilà, qui fait paraît-il des ravages aux States. Et donc on avait en France des chimistes de qualité, voilà, qui détenaient le monopole de la fabrication de l'héroïne. Voilà l'explication de la chose. Et donc à cette époque-là, toutes ces choses-là se sont trouvées réunies autour de ces personnages qui venaient tous de la résistance. C'est ça qui m'intéressait en fait, parce que mon père a été résistant, j'avais depuis longtemps envie d'écrire une chose sur lui. Bon, je ne l'ai pas fait directement, mais je l'ai fait indirectement à travers ce roman. Et c'est particulièrement intéressant quand même quand on sait à peu près l'histoire du milieu sous l'occupation. Donc quand même la très grosse majorité a été plutôt à trafiquer avec l'occupant, oui, avec la carlingue et tout. Oui. Et Marseille, c'est quand même un cas assez particulier, en dehors de tout. Il y a plein de choses qui sont très particulières et qu'on retrouve de manière extrêmement précise et documentée dans votre roman, quand même. Oui, oui. Mais il me semble. Alors, est-ce qu'on peut, alors au milieu de tout ce bazar, disons, de cette situation un peu chaotique, avec des règlements de compte, etc., on trouve, il y a un certain nombre de personnages, mais il y a notamment deux policiers, deux flics de la police judiciaire, qui vont faire équipe, on dira bon gré mal gré. Vous nous parlez de Antuno et Molinari? Oui, alors ils sont opposés un peu par leur âge. Bon, Anturo est jeune, il a 25 ans, il sort de l'école de police, c'est sa première affectation à la PJ de Marseille. Molinari, lui, est plus âgé. Molinari est un ancien résistant, mais il était résistant dans les mouvements nationalistes de droite. Il y avait aussi ça. Et il a ensuite suivi un chemin assez trouble. Bon, il se retrouve, au début des années 60, enrôlé dans le SAC. Le service d'ordre. Le service d'action civique, voilà.
qui était issu du service d'ordre du RPF, qui était un mouvement fondé par De Gaulle après la guerre. Et ce SAC, bon, c'était une chose assez bizarre, c'était une espèce de mouvement de police parallèle, officieuse et officielle à la fois. Donc qui fonctionnait d'une façon très opaque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de carte de membre, voilà, on était membre du SAC parce que les autres le savaient, on avait prêté serment, on prêtait serment devant les dirigeants du SAC, et ce mouvement a perduré après cette époque-là. Il a été dissous seulement, je crois, je ne voudrais pas dire une bêtise, je crois dans les années 70. Après. Oui, bien après. Ça a été après la tuerie d'Oriol. Exactement. Oui, c'est ça, Voilà. La commission d'enquête parlementaire. Voilà. Et les archives ont été brûlées. Voilà, Et les archives ont été brûlées, donc en fait. ça tombait bien. Ça tombait bien. Et donc bah, ces deux policiers vont être amenés à... Anturo, lui, pardon, je continue. Oui, bah, Anturo, lui, est le fils de résistants communistes, Alors, je me suis inspiré pour le père d'Anturo, Alexandre Anturo, je me suis inspiré du personnage du colonel Guingouin, qui était le dirigeant du maquis, ce qu'on appelait le maquis limousin, d'ailleurs qu'on oublie souvent, d'ailleurs, quand on parle de la résistance, on ne parle pas beaucoup de lui. sauf dans la région du Limousin. Sauf dans la région du Limousin, oui. C'est un personnage un peu controversé, enfin bref. Il avait cette particularité, c'est qu'il était au départ communiste, mais qu'il a tout de suite pris ses distances par rapport aux positions du Parti communiste, puisque dès le début de la guerre, il a entamé un mouvement de résistance, contrairement aux ordres du PC, qui considérait que ce conflit, c'était un conflit entre des capitalistes occidentaux et des capitalistes allemands. Donc il ne voulait pas s'en mêler. Et puis c'était les ordres de Staline aussi. Staline voulait rester à l'écart. Donc voilà, Guingouin avait passé outre et il a payé cher après la guerre. Il a été élu maire de Limoges, et puis à la suite, on a monté une espèce de complot contre lui. On l'a accusé d'avoir exécuté des gens à la fin de la guerre. Enfin, c'était assez trouble. On a essayé de l'assassiner alors qu'il était en prison à Limoges. Et quand il est sorti après, il a décidé de tout arrêter. Donc il est retourné à son activité d'instituteur. Et il est mort il n'y a pas très très longtemps, il y a une dizaine d'années, voilà, sans avoir plus jamais fait parler de lui. Donc je me suis inspiré de ce personnage. Qui avait, juste pour ajouter, qui avait libéré Limoges. Qui avait libéré Limoges. Et à la tête d'un maquis de plusieurs milliers de personnes, Oui. ce qui était un cas assez unique quand même. Hein. Ouais. D'ailleurs, il avait même reçu un hommage de Roosevelt après la guerre, parce qu'il avait stoppé la descente de la division d'Alsreich, qui était cantonnée dans les environs de Limoges, et qu'on avait donné l'ordre à cette division de tout de suite foncer vers la Normandie dès que les Alliés ont débarqué. Et donc Guingouin a attaqué la division d'Alsreich, ils ont ralenti pendant plusieurs jours l'avancée de la division, ce qui a permis aux Américains de pouvoir s'installer et de continuer le débarquement. Et les Américains en avaient extrêmement conscience de ça. Enfin, donc, pour en venir à mon personnage, donc c'est un personnage que j'ai copié sur Guingouin et qui lui a agi sur Marseille, pas sur Limoges, et qui est mort, qui voulait devenir maire de Marseille et qui a été disparu dans des conditions un peu troubles, voilà, en 50, en 51. Je voulais aussi vous poser une question parce qu'il y a aussi une autre, il y a parmi les différents comment dire, éléments de chaos qui agitent Marseille à ce moment-là, il y a aussi, et évidemment nos flics vont enquêter là-dessus, il y a des corps de ressortissants algériens qui sont retrouvés vidés de leur sang. On ne dira pas ici pourquoi,
Parce Ça, que- c'est le côté fait divers. Alors, je voulais savoir justement si c'était inspiré Oui, d'une réalité. c'est inspiré d'une réalité, c'est documenté donc par un historien qui a fait une étude très complète là-dessus, dont j'oublie toujours le nom, je vous le mets à la fin. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Grégor Mathias, voilà. Grégor Mathias est un historien reconnu qui a fait cette étude qui a été publiée en 2014, donc où il raconte voilà, cette histoire qu'on a appelée l'histoire des vampires d'Alger. Oui. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle, oui, on rentre dans le fait divers, Oui. dans le fait divers pur et dur. Voilà, ben, on y est, très bien. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure un petit peu, avec Géraud par exemple, par rapport à la série, ou si j'ai bien compris, vous disiez que vous aviez voulu une série avec des fictions, justement, pour ce qui est de Sambre. Je voudrais, enfin, fiction, non-fiction, je voudrais que vous nous parliez l'un et l'autre du rôle de l'écriture, du rôle de la mise en scène, y compris qui existe aussi dans Sambre, par exemple avec ces petites, c'est très court. Dino Scala, par exemple, on a bien compris, ça n'est pas dans sa tête que ça se passe, mais il y a ces petites vignettes qui interviennent et qui rythment, où on apprend quelques petites choses sur lui, sur comment dire, l'équipe de sport où il est, ses rapports avec sa femme, d'autres choses, etc. Comment il est bien reçu à tel commissariat, enfin bon, voilà. Et bon, il y a quelqu'un qui a aussi participé à ce numéro, Nicolas Leflette, qui est notamment un spécialiste de Jean-Patrick Manchette, et qui dit dans son article « Le travail sur la forme permet à l'écrivain de mettre le fait divers à distance sans pour autant l'oublier. » Donc, je voulais savoir ce que vous pensez. Alors, pourquoi le choix de la fiction après ce qu'on peut appeler peut-être une non-fiction, même si... Alors, on peut clairement appeler oui. le livre de la non-fiction. L'objet est effectivement un récit, donc qui utilise effectivement certains outils littéraires pour créer fabriquer du récit, mais c'est un livre qui avait pour ambition de raconter ce qui s'était passé, parce que justement cette histoire-là n'existait pas. Et justement, il y avait une réalité que je voulais raconter. Pour la raconter, il fallait que je la mette d'abord que je rassemble les pièces du puzzle, et ensuite que je les assemble et que je les mette en scène avec effectivement des choix comme celui du point de vue, on n'est effectivement jamais dans le point de vue du violeur, mais effectivement on a entre chaque chapitre des bribes de la normalité de sa vie qui viennent, l'idée étant de les mettre en miroir avec parce que lui continue sa vie donc très tranquillement, il se marie, il a des enfants, il a une petite histoire à laisser, etc. De les mettre en regard avec la vie, le chaos en fait qu'il avait semé autour de lui, et la vie de ses victimes qui s'étaient arrêtées le jour où elle l'avait croisé sur le bord de cette route. Et voilà. Mais l'idée était vraiment là de créer du récit parce qu'il n'existait pas et parce que cette histoire n'était pas crédible. Donc il fallait pour le coup l'agencement, retrouver les faits et les agencer. C'est ça qui construit en fait un propos et une histoire. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai voulu travailler sur j'ai travaillé comme journaliste, c'est-à-dire je suis allée chercher des témoignages de victimes et tout un tas de témoins, de gens qui sont des témoins de seconde, qui ne sont pas directement liés à l'histoire, mais qui me racontent le contexte, qui me racontent la région. Et puis des éléments d'archives policières ou judiciaires, tout un tas de choses comme ça. Et puis autre chose, c'est que j'ai voulu lire la presse locale de 1988 à 2018, d'abord avec l'idée de voir la manière dont avaient été relatés ces faits. Il faut savoir que dans cette presse locale, donc c'est les pages d'édition Maubeuge de la Voix du Nord, et puis un hebdomadaire local. Dans les deux cas, ces deux publications consacrent une part très très importante de leur page aux faits divers.
Ça va vraiment de l'explosion de cocotte minute, enfin, ça c'est les années 80-90, ça disparaît de la page divers, ça, mais c'est récurrent, ce qu'on appelle au sens vraiment littéral du terme des chiens écrasés, des bagarres, voilà. Mais en travaillant, je m'aperçois que je lis, je découvre des affaires plus ou moins importantes et souvent rares, mais aucune trace non seulement de ces agressions sexuelles et de ces viols, mais plus largement aucune trace de la délinquance sexuelle dans ces pages. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu surprenant, puisque fort heureusement, les choses ont changé. MeToo a changé les choses, je pense. Mais c'est absent, quand bien même ça occupe une grande partie de l'activité policière et judiciaire. Et je comprends qu'en fait, donc il y a une absence, il y a un récit à créer parce qu'il n'existe pas, mais en fait, les absences de récits créent aussi, disent quelque chose de cette histoire. Et donc c'est pour ça que j'étais extrêmement attachée aux faits et à la reconstitution, parce qu'il fallait absolument poser pour moi cette histoire, enchaîner les faits, parler de chaque victime, et elles sont nombreuses, quitte à avoir un effet de répétition que je voulais, justement, parce que c'est ce qui rend intranquille qui devrait nous rendre très intranquille, cette histoire, c'est que les choses se répètent de la même façon et que personne ne réagit. Et voilà pour le besoin de non-fiction, pour moi il est urgent, il est celui qui motive ce travail. Et après, pourquoi en série je voulais que ce soit de la fiction? D'abord parce que dramaturgiquement, une série, on a besoin de fictionnel, voilà, on a besoin de... là, on a environ 70 victimes dans ce... Voilà, on ne peut pas avoir 70 victimes dans une série en 6 épisodes. Et puis parce que, pour moi en tout cas, l'écriture de la fiction, ça a été aussi un courant de dérivation émotionnelle. Oui. C'est aussi des choses qu'on met pas dans un travail de journaliste, même s'il est... moi j'ai essayé de me tenir à distance de ma colère, alors je pense que quand même elle retombe un peu entre les pages, mais... Et puis il y a des choses qu'on peut dire dans le journalisme qu'on ne peut pas dire dans la fiction et inversement, et notamment, et qui est très important sur cette thématique-là, ce qui relève de l'intime. Voilà. Moi, j'ai jamais voulu me mettre dans la tête de ces femmes, quand bien même elles se sont confiées à moi, et la fiction permet cette chose-là, permet d'être à cet endroit-là. Et donc pour moi, c'était deux manières très différentes de raconter cette histoire. Dans l'ordre des choses, il était évident qu'il y avait d'abord besoin de voir quelle était cette histoire, et puis ensuite de pouvoir en faire autre chose. Et peut-être que le plus important pour moi, c'était effectivement de se placer sur des terrains où on ne peut pas poser sa plume de journaliste. Gérard Oui, ce que dit Alice, c'est intéressant, parce que ce qu'elle dit en quelque sorte, c'est que on doit même, pour retrouver le réel, passer par la fiction. Et ça, j'ai entendu ce matin quelque chose à la radio qui m'a interpellé. C'était au sujet d'un film de Guédiguian, qui justement, pour revenir, c'est tout à fait par hasard, pour revenir aux histoires de résistance, au sujet du groupe Manouchian. Il a fait un film qui s'appelle L'armée du crime, et à la fin du film, il y a un panneau, où il écrit j'ai pris la liberté de modifier certains faits et de modifier la chronologie d'autres faits, parce que c'est comme ça que je pouvais retrouver la réalité de l'histoire du groupe Manouchian. Et je crois que c'est parce que à partir du moment où, que ce soit un fait divers ou un autre sujet, passe à travers le mécanisme d'une fiction, c'est-à-dire qu'il va être transcendé par un média, que ce soit la littérature, l'art, le cinéma ou la peinture, le sujet va changer de dimension, et ce que je veux dire, c'est que le copier-coller ne fonctionne pas. C'est-à-dire penser qu'on a un fait divers, qu'on a quelque chose de réel, et qu'il suffirait de le transposer dans le média pour en retrouver l'essence humaine, pour en retrouver la réalité, ça ne marche pas. Il faut mettre en œuvre tous les mécanismes de la fiction pour pouvoir retrouver le réel. À la recherche du réel perdu, vous avez intitulé votre article, et justement vous parlez vous développez un peu sur
un roman américain qui est un peu un roman phare très souvent cité, qui est Le 200 froid de Truman Capote. Oui. Mais je veux bien que vous en disiez quelques mots. Ah, de sang-froid, c'est le paradigme de la non-fiction transformée en roman. Truman Capote est parti de ce fait divers, cette histoire un peu sordide de deux petits voyous qui ont tué une famille parce qu'ils pensaient qu'il y avait de l'argent chez eux. Et ils ont massacré toute une famille. Et il a construit donc ce roman à partir de ça, en enquêtant sur l'affaire, en allant interviewer les deux voyous en prison. Mais ce qui est frappant quand on lit le roman, c'est justement qu'il a mis en œuvre en fait tous les mécanismes d'une construction fictionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une déconstruction chronologique. Ça se passe pas. Le roman se passe dans le passé, après on revient au présent, on revient dans le futur. Il y a aussi un effet point de vue qui n'est pas celui du journaliste, c'est-à-dire qu'on rentre dans la tête des personnages parce qu'il a envie de faire comprendre leur psychologie, parce qu'il a envie de... Ce qui lui, c'est pas tellement le fait divers qui l'intéresse, Truman Capote. Ce qui l'intéresse, c'est ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que ces deux mondes, ils croyaient un peu ils croyaient dans le rêve américain, que la réussite, la richesse, l'argent, c'était pour tout le monde, il suffisait de le vouloir. Et ils n'avaient pas compris que c'était pas vrai, quoi. En fait, ça fonctionnait que pour quelques-uns. Et c'est l'échec de ce rêve américain qu'essaye de transcrire Capote dans son roman. Et c'est-à-dire il construit un roman à partir d'un fait divers, et son roman rend presque inutile l'existence initiale du fait divers. On peut penser que si ce fait divers n'avait pas existé, qu'il avait été une fiction pure, ça aurait fonctionné aussi bien de la même manière. D'ailleurs, je cite l'existence d'un autre roman De John D. MacDonald. Voilà, c'est pas Grégory Non, Grégory, c'est plus récent, je pense. C'est Les Énergumènes, non? Oui, Les Énergumènes. Oui, John MacDonald, tu as raison. Oui, il y en a plusieurs MacDonald. Oui. Qui est écrit avant celui de Capote, d'ailleurs, quelques années avant celui de Capote, qui raconte exactement la même histoire, mais là, sans prendre en considération le fait qu'il s'agit au départ d'un fait divers. C'est une pure fiction, et ça fonctionne aussi bien que le roman de Capote. Ce que je veux dire, c'est que on voit souvent au début de romans, au début de films, l'inscription « cette histoire est inspirée de faits réels », comme si c'était une garantie qu'on allait retrouver l'authenticité du vécu, parce que ça s'inspirait d'un fait réel. Mais c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas. S'il n'y a pas derrière toute une construction fictionnelle élaborée, l'histoire tombe à plat. Oui, ça vous agace un peu quand il y a ça. Ça m'agace un peu qu'on prenne cette histoire d'inspirer de faits réels comme une espèce de garantie de qualité en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites l'un et l'autre, et dans ce que vous dites Gérard et ce que a dit Alice tout à l'heure, c'est aussi ce côté que on creuse dans le roman de Capote, il y a cet American Way of Life auquel ces deux criminels, enfin ces jeunes criminels aspiraient et qui n'est pas pour eux. Et puis il y a aussi le fait que, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, la vallée de la Sambre, elle est aussi c'est en creux, il y a aussi cette désindustrialisation, cette misère, et que tout ça joue aussi, évidemment parmi d'autres choses, mais joue un rôle fort aussi dans ça. Voilà, c'est pas juste le fait divers pur. Bien sûr. Voilà. Mais c'est assez rarement, pardon. Mais évidemment. Le fait divers. Je veux dire qu'un fait divers, ça se caractérise au départ par son unicité, mais si c'est pas rattachable à un fait de société qui le rend un peu universalisable, ça n'a aucun intérêt. Là, ce qui est intéressant, c'est que votre histoire se rattache au problème général des violences sexuelles, qui est un véritable fait de société, pas seulement un fait divers. Bien sûr. D'ailleurs, je crois, il y a Alice Géraud, pour vous citer, je crois qu'à un moment vous dites « Les crimes et délits sexuels ne relèvent pas des faits divers, mais du fait de société, ils sont notre gangrène ». Voilà, qui fait écho à ce que...
parce que dans l'histoire de la cendre est particulière. Dino Scala, oui, on peut considérer qu'il relève du fait divers, parce que fort heureusement, des criminels en série de ce, c'est un des plus importants criminels en série qu'on ait connus en France, il n'y en a pas beaucoup, mais comme ça, heureusement. Mais ce qu'ont vécu ces femmes individuellement, c'est assez courant en fait pour une femme. Voilà. Et c'est en ce sens que je disais ça, et c'est pour ça que en fait, ce fait divers, il a un effet loupe sur une problématique de société, une problématique sociétale, politique, culturelle, qui permet d'observer, voilà, ce qui permet d'observer ça à la loupe. Bien sûr, dans un contexte particulier, vous disiez cette région, dont la dimension de la sinistrose économique a rien d'anodine, mais elle permet quand même de regarder, ça aurait pu se passer ailleurs. Voilà. Et ça s'est passé ailleurs en fait. Voilà. Oui, je crois que vous dites aussi, vers la fin de Cendre, en parlant d'une sorte de sororité entre ces victimes, qu'elle raconte une histoire qui va au-delà. Oui, qui est plus grande que la leur. Mais globalement, en fait, cette histoire-là, c'est en ce sens qu'elle m'a intéressée, et c'est comme ça que je l'ai regardée, c'est-à-dire que ça soit dans le fonctionnement, plutôt le dysfonctionnement de nos institutions, ça raconte pas le dysfonctionnement d'un commissariat ou d'un tribunal. Ça raconte quelque chose de plus systémique, qui ne veut pas dire systématique. Et c'est en ce sens que c'est intéressant. Et effectivement, l'histoire de ces femmes-là, de ce groupe de femmes, qui est un groupe et qui n'en est pas un d'ailleurs, parce qu'on fait collectif, parce qu'on a été victime du même bourreau, c'est pas certain. Et elle voit bien que cette histoire-là, elle vient cogner une histoire sociale qui cogne avec celle de beaucoup de femmes et voilà, et qui les dépasse. Tout à fait. Gérard, comme on a parlé de la série Cendre, je voulais savoir, ce prix Polar en série, à quai du Polar, qui est un joli prix, mais est-ce que ça a donné des idées d'adaptation du Sang de nos ennemis? Pour le moment, non. Et bizarrement, ce prix, il existe depuis 9 ans. Donc, il est attribué chaque année au roman qui est jugé le roman le meilleur, disons, pour être adapté en série. Et sur les 9 romans qui ont obtenu le prix, il n'y en a qu'un seul qui a été transformé, qui est adapté pour une fiction, d'ailleurs, pas pour une série. Donc ça ne marche pas forcément. J'ai l'impression. Mais bon. Non, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés. Quand ils disent qu'ils sont intéressés, il y avait des gens de la HBO qui étaient là. Mais bon, après, ils disparaissent dans la vie. J'ai peut-être une dernière chose à vous dire, mais j'aimerais d'abord quand même savoir s'il y a dans notre belle assistance, que je remercie d'être là par cette chaleur, moi aussi, mais est-ce qu'il y a des questions à poser à Alice Géraud, à Gérard Lecas, sur la thématique elle-même, sur les faits divers? À vous. Voilà. Moi, j'ai été très frappée tout à l'heure, troublée par une de vos phrases, Alice, je me permets, Alice Géraud. Mais on parle, il n'y a pas d'histoire. Vous avez dit à un moment donné, quand on parlait de fictionner, donc de passer en fiction, cette phrase est très forte quand même, parce qu'en fait, il y a quand même des histoires. Je ne sais plus comment je dis. Parce qu'on parlait au niveau de la série. Ouais. Il va falloir construire une histoire. Alors que l'histoire. Non, je disais qu'avant le livre, cette histoire n'existait pas parce qu'elle n'avait pas été racontée. C'est une histoire qui était diluée, dissoute dans un silence. Mais c'est ça qui est très troublant. Ouais. Parce que c'est une dizaine de femmes, individuellement, elles ont chacun. Mais elles ignoraient pour la plupart être victimes d'un violeur en série d'ailleurs. Elles l'ont découvert en 2018. Même quand elles sont à quelques kilomètres l'une de l'autre. Enfin, oui. Mais c'est ce qui, c'est aussi ce silence-là, pour moi, il fait partie intégrante du récit parce que c'est le ciment en fait. Dino Scala,
il vient d'une famille incestueuse. Son père violait une de ses sœurs et peut-être même les deux. Et l'aîné s'en est plaint au sein de la famille. Et comme ça arrive dans plein de familles, on n'a pas donné suite, comme je sais pas d'autres expressions en fait, voilà. Et quand elle a été majeure, elle a quitté la famille et ne les a plus jamais revus avant le procès 40 ans plus tard de son frère. Et en fait, le message de silence qu'on envoie dans notre société, ils sont d'une force inimaginable. Et le premier message qu'a reçu ce Dino Scala, encore petit garçon, c'est qu'on peut violer quelqu'un, qu'on peut être dénoncé et qu'il ne se passera rien. Et plus tard, il s'est marié et il a agressé ses deux jeunes belles-sœurs qui ont parlé. Et il y en a même une, il a quasiment été pris sur le fait. La première, on l'a pas cru, la deuxième, on a dit rien en fait. Voilà. Et on a refermé cette parenthèse et on lui a envoyé ce message-là en fait. On peut même être quasiment pris sur le fait. Il ne se passera rien. Et après, il a commencé à violer des femmes, des inconnus sur le bord de la route. Et c'est comme si ça n'existait pas, puisque personne n'en parlait. Ces femmes n'en parlaient pas autour d'elles. Donc ça ne faisait même pas de bruissement, vous savez, ce qu'on pourrait appeler les gens urbaines, ou la rurale, quoi. Ça faisait même pas il n'y avait même pas ça. Il n'y avait pas de récit médiatique, donc ça n'existait pas. Et lui, il a pu avancer pendant 30 ans comme ça, dans un silence très confortable. Et c'est pour moi, je ne sais pas si je réponds du tout avec la question, mais l'absence d'histoire, elle fait histoire pour moi. Et donc, comment on travaille, comment on va enquêter quand il n'y a pas d'histoire? Il y a quand même des journaux de la presse régionale. Alors, ce silence, je tiens à le dire quand même, a été rompu en 2002 par une élue, la maire de la petite bourgade de Louvroil, qui est une femme qui s'appelle Annick Matiguello, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, et qui est maire d'une ville. Et en fait, une de ses employées municipales se fait agresser par Dino Scala. C'est comme ça qu'elle est prévenue, par Dino Scala, bien sûr. Se fait agresser et donc elle réagit parce qu'elle est l'employeur et voilà, et elle apprend, mais quasiment par hasard, que trois autres femmes ont été agressées ou violées sur sa commune le même hiver, à quelques semaines d'intervalle. Mais pourquoi personne ne m'a prévenu? On me prévient du moindre problème d'accident de voiture, de délinquance, de trafic de drogue, etc. Et là, on estime que ça ne regarde personne en fait, parce que pendant très longtemps aussi il ne s'est pas médiatisé parce qu'on pense que comme il s'agit d'un crime sexuel, on confond la sexualité et l'intimité. Et donc, ça ne regarde personne, en fait, c'est perso. Voilà. Et donc, ça n'intéresse pas le récit public et donc médiatique. Voilà. Et pour moi, c'est une part... Et comment on enquête? On enquête sur l'absence aussi, on enquête, ça fait partie de l'enquête de passer beaucoup de temps à la médiathèque de Maubeuge à chercher quelque chose qui n'existe pas dans des gros catalogues de journaux. Et puis, pour moi, l'absence, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant d'aller voir des magistrats, par exemple, qui ont été des procureurs à l'époque et qui me disent « j'ai aucun souvenir de cette histoire ». Quand bien même, ils ont ouvert 10 informations judiciaires en l'espace d'un an sur 10 viols qui se ressemblaient et qui n'en ont pas gardé souvenir. Un magistrat croise rarement une affaire comme ça dans sa carrière. Les silences sont très bavards dans cette histoire et voilà. Et après, il y a quand même il y a des victimes en fait, qui racontent des histoires. Il y a des archives de plaintes, aussi imparfaites soient-elles, mais cette imperfection est aussi bavarde. Et puis, il y a un dossier judiciaire qui est reconstitué, un procès, on enquête avec des informations en creux et en vagues qui finissent par construire une histoire. Mais vous avez raison, parce que moi je suis originaire du nord de la France, et c'est vrai que moi ce qui m'avait frappé c'était... Vous parlez du silence, mais en fait, c'est vrai que c'est l'histoire de cette femme de ménage, le personnage de cette femme qui tôt le matin va, je ne sais plus, au stade, voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, moi, cette histoire-là, je m'en rappelle quand même assez bien, parce que ça m'avait frappé à l'époque. Et c'est à partir de là, en effet, où on se dit, tiens, dans le secteur, il y a quand même il y a quelqu'un qui rôde. Oui. Et en tant que femme, c'est vrai qu'on se disait, il faut quand même... faire attention, quoi. Mais c'est à partir juste de parce que j'ai pas raconté la histoire jusqu'au bout. Cette mère, en fait, alertée, dit
je vais faire une conférence de presse pour alerter mes concitoyennes. Quelque chose qui me paraît un peu normal. Voilà, il y a un pervers, elle n'est pas du tout au courant de cette histoire de violence de la Sambre au départ. Elle dit, il y a un pervers qui rôde sur ma commune le matin, alertons. Et en fait, ce geste qui paraît quand même de simple et de bon sens, on va dire, a créé, a fait des histoires, a créé une polémique sans nom. Le commissaire de l'époque est tombé dessus, le procureur a pris la parole publiquement pour dire que elle violait le secret de l'enquête. Ses camarades élus, je dis camarades à dessein parce que c'est aussi un endroit où la plupart des élus étaient comme elle communistes, donc je ne sais pas, il y aurait une solidarité d'élus et également de gens qui étaient d'un même parti. Et pas du tout, on leur a dit non, ça va encore nuire à l'image de notre région qui est déjà à la peine. Et comme si nuire à l'image de la région, en fait, était dans la balance des intérêts était supérieur à éviter d'autres viols. Et c'est assez intéressant comme voilà. Mais ceci étant, la sortie du livre a suscité encore ce genre de réaction de la part des élus. Ouais. Et c'est troublant quand même parce que dans ce récit-là, le seul représentant au moins de la force publique ou des élus, c'est une femme qui essaye de... Ouais, alors à l'époque, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'elle est la seule élue femme du Val-de-Sambre. Et c'est elle qui essaye... Et c'est elle qui... Oui, et puis elle ne se pose pas la question, elle ne se dit pas je vais faire mon intéressante, donc comme on la soupçonne. Faire son intéressante étant une remarque qui revient très régulièrement pour les victimes de violences sexuelles. C'est très intéressant pourtant comme position, mais voilà. Et oui, on lui reproche de vouloir se faire de la publicité, enfin, exactement ce qu'on va reprocher à des victimes par exemple, tout à l'heure on me demandait pourquoi on ne les croyait pas. S'agissant des adolescentes, on pense que souvent elles ne voulaient pas aller au collège ou au lycée. Vous avez un contrôle. Ou qu'elles avaient un contrôle, voilà. Donc elles ont décidé de prendre une corde, de s'auto-étrangler, ce qui est pas facile, jusqu'au point ultime de l'asphyxie. Et voilà. Enfin, j'en plaisante, mais c'est pas du tout rigolo. Mais voilà. Et ça veut dire donc que quand vous avez été présenter ce livre dans la région, dans la Maubeuge Et c'est la première chose que j'ai faite. Oui, et donc il y a des gens qui sont venus et... Non, il y a des gens qui ne sont pas venus surtout. Il y a des gens qui sont venus et là, je vais vous dire en fait, c'est assez intéressant. Alors la librairie de Maubeuge, c'est une super librairie, elle m'avait proposé, moi je voulais absolument, fallait que le premier geste de sortir ce livre soit là-bas en fait. Et la mairie leur avait prêté une salle municipale pour faire la rencontre. Et finalement, ils ont changé la salle au dernier moment parce que c'était une salle qu'ils avaient refaite et c'était la salle du renouveau. Et on considérait que je ne m'inscrivais pas dans le renouveau de la région. Donc, on m'a mis dans une autre salle qui était vache et qui était très bien, une salle des anciennes forteresses Vauban. Et sauf que moi, cette salle, je la connaissais parce que c'est l'ancien commissariat. Et je me suis dit, tiens, à quel point on peut ne pas penser aux choses en fait. Parce que évidemment, dans le public, je ne sais pas, il y a peut-être 80 personnes, je ne saurais pas dire, mais j'en connaissais les 3/4. C'était des victimes, c'était leur famille, voilà. Et les autres, c'était essentiellement des femmes. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, en fait, elles sont que entre elles, ça n'intéresse qu'elles en fait. Une fois de plus, les autres personnes ne se sentent pas concernées par cette histoire. Ça m'a fait un pincement, je veux dire. Au début, je me suis dit, c'est chouette, il y a beaucoup d'émotions, elles sont là, etc. Et puis après, j'ai réfléchi en reprenant mon train, en rentrant, je me suis dit, non, en fait, ça va pas, en fait. Ça va pas du tout. Ouais. Oui, moi je suis du Nord et je peux vous dire que j'étais très contente de la sortie de votre livre quand même, parce que justement, ça donne la parole aux victimes. Et je trouvais ça, voilà, et qu'enfin, en effet, voilà, que le coupable soit identifié, que les victimes puissent leur donner la parole, en fait. Alors qu'en effet, elles ont eu tout ce silence, un mur face à elles. J'ai trouvé ça bien que ce livre sorte. Voilà.
Oui, Pierre Michel. Merci. Est-ce que la condamnation a été au niveau de la malaise sociale ou à la hauteur de la gravité des faits? Elle a été au niveau de notre droit, des possibilités de notre droit. Il a été condamné à 20 ans de prison, qui est la peine maximale en cas de viol aggravé. Un viol, c'est... Pardon, petite parenthèse. Voilà. Un viol, c'est 15 ans, viol aggravé, c'est 20 ans. Il y a une douzaine, un peu plus de motifs d'aggravation. Ça peut être contre des mineurs, avec des menaces, enfin, il y a tout un tas de choses. Mais le fait que cet homme ait violé 2 femmes ou 56 femmes n'entre pas en compte. En fait, la peine est totalement indifférente au nombre de victimes. Et c'était d'ailleurs le principal sujet au procès, en tout cas au réquisitoire des avocats généraux, parce que ça pose un gros problème. Il est évidemment pas question. Et ils appelaient d'ailleurs les législateurs à réfléchir sur le sujet. Alors, les ministères de la Justice disent qu'ils réfléchissent, mais... Aux États-Unis, il aurait pris 150 ans. Oui, mais il y a, entre les États-Unis, je ne suis pas sûre que le cumul des peines corresponde complètement à la philosophie de notre droit et à notre rapport. Mais il y a des exemples européens, je pense à l'Espagne, où on a une gradation en fait. Mais ça, évidemment, ça pose un problème de sentiment d'impunité parce qu'un homme qui viole, il peut continuer, on ne risque pas plus. Mais en fait, c'est aussi, ça dit beaucoup de choses sur, ça correspond à un impensé de notre droit. Il y a beaucoup d'impensés autour du viol sur la façon dont on a conçu notre droit parce que justement, on n'y pensait pas trop. Et autant sur l'homicide, on a à peu près toutes les nuances d'homicide possible, involontaire, avec préméditation, enfin, on a une intention, pas intention, etc. Il y a ça, mais le viol, c'est viol ou pas viol, quoi. Bon, voilà. Et c'est intéressant qu'on n'ait pas pensé la criminalité en série dans notre droit parce que c'est quasiment constitutif de la criminalité sexuelle. C'est-à-dire que c'est des types qui recommencent. Et pour autant, on ne l'a pas intégré dans le droit parce qu'on n'a pas énormément réfléchi à ces sujets-là parce que le droit a été pensé par des hommes à des moments où ce sujet n'existait pas et les choses sont en train de changer. Mais en fait, tout est bavard dans cette histoire. Je m'aperçois à chaque fois que tout est... Voilà. Pour les victimes, c'est très compliqué. Parce qu'elles ont fait ce calcul terrible que l'une d'elles a exposé à l'audience en disant ça fait 4 mois et demi pour chacune d'entre nous. Et c'est compliqué. Voilà. D'autant que Dino Scala, à son procès, il y a cette phrase terrible, il dit j'ai toujours vécu à 30 km dans un horizon comme ça, je ne pars jamais en vacances, je suis bien là. Ah, je suis bien. Ce qui fait sourire et qui est glaçant en même temps. Bon, après, un criminel en série dans un box, tout ce qu'il dira est glaçant. Je crois que tout est glaçant, donc quoi qu'il dise, voilà. Oui. Et vous parlez beaucoup de ce silence, mais comment ce silence a-t-il fini par être levé, puisque ça a l'air d'être tellement lourd, on imagine que ça aurait pu ne jamais être dévoilé. Ça aurait pu ne jamais être dévoilé, mais il y a quand même, et j'espère que dans le livre, moi en tout cas dans l'écriture, et même dans l'enquête, c'est ce qui m'a donné un peu de souffle et d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans ces systèmes globalement dysfonctionnels, le salut arrive par des personnalités qui ont quelque chose en plus, parfois de compétences, un supplément d'âme souvent, de modernité. Je pense que par exemple Annick Matiguello, dont je parlais tout à l'heure, elle a ça, ce supplément d'âme, c'est quelqu'un d'engagé globalement dans la vie. Après, je me raconte un peu l'histoire du livre, mais c'est aussi quelqu'un qui a un passé et tout ça, mais il y a des gens comme elle. Il y a une archiviste de la police judiciaire de Lille qui n'est pas du tout policière, mais elle, quand elle voit des plaintes comme ça, elle voit que c'est un criminel en série, alors que ça n'existe même pas dans la pensée policière à ce moment-là. Le criminel en série, pendant très longtemps, c'est vraiment un truc d'américain. On dit, il n'existe pas, quoi. On dit Georges, il n'existe pas. Et il y a un commandant de police judiciaire formidable, qui s'appelle le commandant Frank Martins, et qui dirige une cellule Cold Case, la première en France, à Lille, et il va reprendre cette histoire en 2008. Il va passer 10 ans de sa vie à essayer de le chercher, et en février 2018, il ne le dit pas, mais il pense, il le dit maintenant, mais sur le coup, mais il pense qu'il est mort en fait. Il se dit, je vais partir à la retraite, et puis il ne sera pas arrêté, et puis il attaque une adolescente en Belgique, et
comme ça, mais... Oui. Il y a monsieur et puis vous. Moi j'ai juste une question à moi que je n'ai pas bien compris. C'est votre rapport avec l'adaptation cinématographique ou en série. Monsieur Leclerc, vous mentionnez que sur les 9 derniers prix, il y en avait un seulement qui avait été transformé. À moi que je n'ai pas bien compris. Vous pensez que c'est forcément bien que ça soit adapté, que c'est votre but ultime sur 10 adaptations, sur 10 séries, il y en a 9,5 d'Aube. À partir de ce moment-là, pourquoi l'adaptation est forcément, à moins que je n'ai pas bien compris. Alors, et oui, en tout cas, je pense que ça peut être financier, je n'ai pas de sujet là-dessus. Mais en quoi c'est synonyme de réussite, je veux dire, pour vous, écrivain. C'est pas forcément gage de bons livres d'ailleurs, et forcément gage de bonnes séries derrière, souvent. Oui. Donc vous avez raison, en plus il y a plusieurs types d'adaptations. Il y a des adaptations de mauvais romans qui donnent de très bons films. Il y a des adaptations de bons romans qui donnent des mauvais films. Il y a toute la palette. Mais c'est pas forcément valorisant. Bon, vous avez raison de parler de l'aspect financier. L'aspect financier, c'est quand même pas négligeable. Bien sûr. Et c'est vrai que dans le cas de l'adaptation d'un roman, c'est très intéressant. Voilà. Donc ceci dit, bon, ça m'a pas non plus peiné que ça ne soit pas adapté en série. Mon premier film, mon premier roman a été adapté en film. Bon, le film était très différent du roman, ça a bien marché, mais bon, je n'en ai pas tiré un plaisir particulier. Mais il y a une distanciation par rapport à ça. Il y a toute une distanciation dans l'écriture, vous savez. Vous écrivez un roman, d'abord il y a le plaisir de mettre le mot fin et de se dire, bon voilà, je me suis lancé un défi, est-ce que je vais réussir à faire ce roman ? Voilà, il est terminé, je l'ai fait. Quoi. Après, il y a le fait de trouver un éditeur, c'est autre chose. Après, bon, il y a l'éventuelle adaptation cinématographique, c'est encore un autre niveau. Mais bon, ce sont des plaisirs qui ne s'additionnent pas forcément. Oui. Moi, je voulais juste revenir sur l'histoire du silence et comment on explique le silence des journaux régionaux notamment. Enfin, Mais il n'est pas certain que, enfin, ce qui ressort de mon enquête aussi, que l'information leur est parvenue. En général, ils sont en liaison quand même avec. Oui, ils sont en liaison, mais alors moi qui ai commencé à travailler en presse locale et comme par les journalistes, comment ça se passe? On fait la tournée, alors soit physique, soit par téléphone, le soir du commissariat du ressort, de la gendarmerie, et on nous livre des informations. Mais qu'est-ce qu'on nous livre? Voilà, on a que c'est un travail quand même de... Voilà, et après, parfois, les informations arrivent par autre chose, parce qu'on entend parler. Un journaliste local qui connaît son terrain, qui habite là, on en entend parler. Mais ça, on n'entendait pas énormément parler, quoi. Enfin, voir... par exemple, je me suis aperçue qu'il y a un moment, il attaquait beaucoup de femmes à la sortie de l'hôpital de Maubeuge. Parce qu'à 6h du matin, là, on est sûr d'avoir des jeunes femmes, voilà. Et puis, les victimes ont souvent été conduites pour les examens médico-légaux à l'hôpital. Ce qui fait qu'au sein du personnel hospitalier, il y a eu un moment, un petit truc où on en discutait un peu, mais rien, quoi. Alors que des femmes qui étaient collègues dans le même service ont été agressées par lui. Voilà, mais c'est très lié à la nature de ce crime et de ce traumatisme-là et de ce qu'on a mis pied dessus, quoi. Donc, ce qui veut dire, en un mot comme un sang, que sciemment, des policiers qui ont reçu des plaintes ont choisi de plutôt parler du chien écrasé, comme vous parliez cette rubrique, plutôt qu'une femme de parler au localier d'une femme violée ou de... Mais comme ils n'ont pas parlé des multiples plaintes d'inceste ou de la criminalité sexuelle, c'est quand même ou la délinquance sexuelle, c'est un gros de l'activité quand même, et ça ne ressort pas. C'était pas spécifique, il n'y a pas de truc pour, je sais pas, protéger le garçon, je sais pas. C'est pas ça, c'est quelque chose de plus global. Non, mais ce que je dis, c'est une question de choix, quoi. On choisit de pas... Voilà, c'est pas une question. Je pense que c'était une évidence pour eux.
Mais c'est effectivement un choix, vous avez raison. Ils l'ont pas vécu comme ça. Ils l'ont pas vécu comme ça. Juste, je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Le livre se présente plus comme un reportage ou comme un roman? Bah, ça dépend ce qu'on met derrière ces mots. Puisque la non-fiction est très présente. Il n'y a pas de fiction. Il n'y a pas de fiction. On Voilà. pourrait dire tout est vrai, j'aime pas trop cette étiquette, Ouais. ça fait un peu à 100%. Mais Mais il y a une écriture, mais il y a une mise en scène, mais il y a... Voilà. ouais, je sais pas comment dire, on peut parler de journalisme narratif, de journalisme qui raconte une histoire. Et qui fait avec ce qu'il a comme ce qu'il récupère et qui choisit de récupérer d'ailleurs comme matière. Voilà. J'ai du mal avec les genres, mais c'est pas, je dirais, c'est pas du roman au sens où ce n'est pas fictionné, mais voilà. D'accord. Est-ce que journalisme narratif, ça s'appliquerait à votre roman, Gérard Lequin? Non, je pense pas. Non. Je pense que le côté... bon, moi, j'écris des romans noirs, c'est-à-dire que je considère qu'un roman noir, il doit se rattacher à l'histoire, quelque part. Donc c'est par là qu'on peut... disons que le roman se rattache à une certaine réalité, mais je ne pense pas qu'on pourrait le qualifier de journalisme narratif. C'est quand même très fictionnel. Même si ça se rattache à des événements réels. D'accord. Mais c'est bon, on est là pour discuter de ça, c'est justement ce qui est intéressant, c'est ce passage de l'un à l'autre. Cette transcendance qui se fait, cette transcendance du fait divers ou du réel qui se fait à travers la fiction et qui permet au lecteur de retrouver quelque chose de lui, même si ça ne le concerne pas directement. Justement, vous avez parlé des vampires d'Alger. On n'a pas forcément saisi le lien entre ce fait divers et votre approche narrative. Je ne vais pas vous le raconter parce que... non, sans doute pas, mais j'ai défloré l'histoire. Sur l'extrapolation justement d'un moment qui existe dans l'histoire et le fait que ça puisse être relié à votre approche. Si vous voulez, je voulais au départ écrire un roman qui se passe à Marseille, parce que j'aime bien Marseille, qui se rattache à l'histoire des anciens résistants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui évoque un petit peu aussi la fin de la guerre d'Algérie. Il y avait tout un ensemble de choses que je ne savais pas quel était le ciment qui allait unir ça. Et j'ai traîné ça quelque temps, et puis un jour, j'étais à la bibliothèque de Beaubourg, et je regardais les documents qu'ils avaient justement sur la guerre d'Algérie. Et je tombe sur cet essai, sur cette thèse de Grégoire Mathias, et là je me suis dit, voilà, c'est ça qui me manquait pour servir de fil rouge à mon roman. Et c'est le fil conducteur, mais c'est pas vraiment le sujet de l'histoire. Le fil rouge est bien tombé. Oui, le fil rouge est bien tombé. C'est quelque chose qui est relié. Ça bouge. Alors, vos deux romans, vos deux romans se passent dans le passé. Donc, on a beaucoup parlé de la police, de la justice, un petit peu des médias. Au jour d'aujourd'hui, donc 40 ans, 60 ans après, les médias ont explosé, mais pas tant que ça. Il y a des choix dans le traitement de l'information. Comment vous voyez aujourd'hui les médias dans le rôle du traitement du fait divers? Et est-ce que ce genre de fait divers, le silence, pourrait arriver encore aujourd'hui, ou d'autres faits divers pourraient passer sous silence? La question vaut pour les deux. Hein. Oui, voilà, c'est très vaste. En ce qui concerne, en tout cas, l'absence de médiatisation des faits de la criminalité sexuelle. On peut dire là, on est sur une évolution très, très nette. C'est l'objet de MeToo, c'est-à-dire c'est de publiciser ça, de rompre le silence. Donc, à tous les niveaux, et effectivement pas seulement sur les réseaux sociaux, dans les médias, il y a un changement, et quand on lit même la presse quotidienne régionale, on le sent ce changement, on le sent dans le nombre de sujets qui sont traités, dans la façon dont ils sont traités, dont les procès sont couverts, dans les mots
les mots employés, quoi. Et parce qu'ils sont là. Ça ne vient pas des médias. Hein. C'est parce que MeToo existe que et qu'ils ont fait, disons, leur travail de publier, de parler de ces choses-là, qu'on en parle. Sinon, les médias n'en parleraient toujours oui, pas. ça aurait pu continuer. Oui, non, mais la révolution n'est pas venue des médias. Voilà. Mais s'ils ne l'accompagnent pas et si voilà, ils vont lui donner forme, ça joue. Après, la place du fait divers dans les médias, je pense que ça dépend des médias, ça dépend des journalistes. Le fait divers, ça a été d'ailleurs vous le rappelez tout à l'heure, en premier lieu, ça a été d'abord c'est un genre médiatique, le fait divers. Je veux dire, un magistrat, un policier ou une victime ne dit pas je travaille sur un fait divers, je suis victime d'un fait divers. Non, c'est un genre médiatique, le fait divers, de narration médiatique. Et ça a été longtemps, et d'abord un sous-genre, et puis ça a pris, grâce à la littérature certainement, et au cinéma, ça a pu être c'est devenu un genre plus noble, mais on a toujours des trucs un peu crapouilles quand même de faits divers, des missions quand même hyper sordides, assez voyeuses, etc. Il y a tous le genres détective, existent. par exemple. Oui, qui est passé par des périodes différentes. L'héritier du détective, voilà, qui n'a rien à voir avec le détective. Il y avait des écrivains comme Kessel, Macorlan, etc., mais qui est le nouveau détective qu'on trouve toujours en kiosque, qui se vend plutôt bien, ce que je crois savoir, et qui est d'un voyeurisme obscène clair. Je ne sais pas si j'ai répondu. Question. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, ou vous pouvez en poser, mais en plus petit, voilà, en rapport plus personnel que, voilà, à Alice Géraud et Gérard Lecaq, je remercie vivement, et qui vont pouvoir vous signer leur livre.